Ignorante du fait qu'elle venait d'hériter de l'empire immobilier de son père, valu à 900 milliards de dollars, ainsi que de l'entreprise pour laquelle il travaillait, Emily se trouvait dans le bureau de l'avocat 3 jours après les funérailles. Son mari, James, avait déjà fait son choix. Il avait divorcé pour épouser sa maîtresse. Les papiers signés ce mardi matin-là deviendraient son plus grand regret. Ce qu'elle allait faire le choquerait au-delà de toute imagination. Sa maîtresse, elle, serait anéantie par l'empire qu'Emily dirigeait sans même en connaître l'existence. L'empire immobilier de 900 milliards de dollars bâti par son père dormait dans des comptes offshore et des titres de propriété. James avait tout abandonné pour une femme qui ne désirait que sa fortune supposée. Le père d'Emily avait œuvré dans l'ombre, bâtissant un empire s'étendant sur 47 pays. Il n'avait jamais parlé à sa fille de l'entreprise pour laquelle il travaillait, car elle en était désormais la propriétaire. La suite des événements allait bouleverser tout ce que James croyait savoir de la femme qu'il avait quittée. Pour sa maîtresse, le calvaire ne faisait que commencer. Emily Morrison était assise dans la salle de conférence impersonnelle du cabinet Whitmore & Associates. La lumière crue des néons semblait l'épuiser, 3 jours après l'enterrement de son père. L'avocat, un homme âgé nommé Gerald Whitmore, faisait glisser des papiers sur la table en acajou. Emily, plongée dans le brouillard de son chagrin, percevait à peine ses mouvements. Son père, Robert Morrison, était décédé subitement d'une crise cardiaque à 62 ans. Le choc de sa mort était insignifiant comparé à ce qu'elle allait découvrir. « Madame Hastings », commença Gerald. Emily tressaillit à ce nom qui n'était plus le sien. « Juste Emily », murmura-t-elle, la voix brisée. « Le divorce a été prononcé hier. » Les sourcils de Gerald se froncèrent légèrement. Il se reprit vite et poursuivit. « Mademoiselle Morrison, je dois vous informer de la succession de votre père. Je vous préviens, ce que je vais révéler va bouleverser votre vie. » Emily hocha la tête distraitement. Ses pensées se tournaient vers James. Son mari, après 8 ans de mariage, lui avait signifié le divorce 2 semaines plus tôt, alors que son père agonisait à l'hôpital. James n'avait tenu compte ni du moment ni des convenances. Il avait divorcé pour épouser sa maîtresse, Vanessa Carrington, une jeune femme de 26 ans, consultante en marketing dans la même entreprise où James était analyste principal. Ce que James ignorait, c'est que Vanessa avait orchestré toute leur relation. Emily, la voix de Gerald la ramena à la réalité. Elle fixait son annulaire nu. « Je suis désolée, dit-elle, les larmes aux yeux. Je vous en prie, continuez. » Gerald ouvrit un porte-documents en cuir. Les documents semblaient interminables. Votre père, Robert Morrison, n'était pas simplement le directeur d'immeubles commerciaux, comme vous le croyez. Il était le fondateur et unique propriétaire de Morrison Global Holdings, un empire immobilier évalué à 900 milliards de dollars. Ces mots frappèrent Emily comme un coup de poing. Elle était incapable de les assimiler. « C'est impossible », balbutia-t-elle. Gerald faisait déjà glisser des documents sur la table. Votre père a passé 40 ans à bâtir cet empire dans le plus grand secret. Il l'a fait pour vous protéger, vous et votre mère, expliqua-t-il. Les mains d'Emily tremblaient tandis qu'elle examinait les titres de propriété de New York, Londres, Tokyo et Dubaï. Il travaillait sous de faux noms, par le biais de sociétés écrans et d'intermédiaires. Tous les biens étaient détenus en fiducie pour vous. Les pensées d'Emily se tournèrent vers son enfance. Ses souvenirs prirent soudain une autre tournure. Son père voyageait constamment pour son travail. Il avait toujours prétendu qu'il ne faisait que vérifier des bâtiments. Sa mère était décédée quand Emily avait 12 ans. Son père s'était ensuite plongé encore plus profondément dans son travail. Il vivait modestement dans une maison de 3 chambres à Cleveland. Emily comprenait maintenant que tout cela n'était qu'une façade. L'entreprise pour laquelle il travaillait, dit lentement Emily. La vérité commençait à se faire jour. Il ne travaillait pour personne, n'est-ce pas? Exact, confirma Gerald, avec un profond respect. Robert Morrison travaillait à son compte. Il avait tout organisé de telle sorte qu'à sa mort, vous héritiez non seulement de sa fortune, mais aussi du contrôle total de l'entreprise qu'il avait bâtie. Morrison Global Holdings emploie plus de 200 000 personnes dans le monde. Pourtant, jusqu'à présent, même elles ignoraient l'identité du véritable propriétaire. Emily se leva brusquement.
Ses jambes flageolaient. Elle se dirigea vers la fenêtre donnant sur le centre-ville de Cleveland. La ville lui paraissait différente, étrangère et oppressante. « Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» demanda-t-elle, davantage à son père qu'à Gérald. « Il vous a laissé une lettre » répondit Gérald. Il attendit qu'Émilie se retourne avant de glisser une enveloppe sur la table. Il l'a écrite il y a 5 ans. Il la mettait à jour chaque année jusqu'à sa mort. Émilie retourna à la table. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. L'écriture familière de son père couvrait 3 pages. Le premier paragraphe la fit sangloter. « Ma très chère Émilie. Si tu lis ceci, je ne suis plus là. Je veux que tu saches que chaque décision que j'ai prise l'a été pour te donner le choix que je n'ai jamais eu. J'ai bâti cet empire à partir de rien. J'ai commencé avec un simple immeuble acheté à 23 ans. Je n'ai jamais voulu que tu grandisses en connaissant la richesse. J'ai vu trop de familles se détruire à cause de l'argent. Je voulais que tu forges ton propre caractère, tes propres valeurs, ta propre force. Tu es devenue enseignante parce que tu voulais aider les enfants. Tu n'as jamais eu besoin d'argent. Tu as épousé James Hastings par amour, et non pour sa capacité financière. Tu vivais dans une petite maison et conduisais une voiture d'occasion, avec dignité et bonheur. Voilà qui tu es, Émilie. Quelqu'un qui valorise les personnes et le sens de la vie, pas les possessions. Gérald vous a déjà parlé de Morrison Global Holdings. Il ne vous a pas dit que j'ai conçu chaque aspect de cette entreprise pour qu'elle fonctionne sans moi. L'équipe dirigeante est exceptionnelle. Elle ne répond plus qu'à vous. Le conseil d'administration n'existe pas. Des conseillers préparent cette transition depuis des années. Utilise ce pouvoir avec sagesse, ma chérie. Ne le laisse jamais te définir. Tu étais extraordinaire avant de connaître cette fortune, et tu le seras encore plus avec. Je t'aime de tout mon cœur. Papa. Émilie serra la lettre contre sa poitrine. Les larmes coulèrent librement. Gérald attendit patiemment. Lorsqu'elle se reprit enfin, il poursuivit avec les détails. Il y a des propriétés dans 47 pays, expliqua-t-il, en sortant une tablette affichant une carte numérique. Le portefeuille comprend des tours de bureaux, des complexes résidentiels, des centres commerciaux, des entrepôts industriels et des projets immobiliers. Votre père possédait également les sociétés qui géraient ces propriétés, les entreprises de construction qui les avaient bâties et les institutions financières qui les avaient financées. Émilie fixait les points lumineux sur la carte, chacun représentant des millions, voire des milliards de dollars d'actifs. « Et James » murmura-t-elle. La cruauté du moment la frappa de plein fouet. James a divorcé 3 jours avant que j'hérite de tout ça. Le visage de Gérald se durcit. Il garda son sang-froid. Le divorce a été prononcé hier à 15 heures. La lecture du testament était prévue aujourd'hui à 14 heures. James aurait-il attendu un jour de plus? Il s'y refusa. Un rire amer s'échappa de la gorge d'Émilie, dénuée de gaieté. Il a divorcé pour épouser sa maîtresse, Vanessa, alors qu'il me prenait pour une simple institutrice en difficulté, croulant sous les dettes et le chagrin. Techniquement, c'était le cas, fit remarquer Gérald d'un ton doux. Jusqu'à présent, vous n'aviez aucun accès à la fortune de votre père. Vous avez désormais le contrôle total de 900 milliards de dollars d'actifs, ainsi que des liquidités nécessaires pour les gérer. Émilie se rassit. Ses pensées s'emballaient. Elle avait passé les 2 dernières semaines dévastée par la trahison de James. À présent, cette douleur se transformait en quelque chose de plus intense et de plus profond. James avait révélé sa vraie nature en la croyant démunie. Maintenant, elle avait tout. « Que dois-je faire ?» demanda Émilie, d'une voix plus assurée. Gérald sourit, le sourire d'un avocat qui attendait ce moment depuis des années. « Premièrement, nous devons transférer tous les actifs à votre nom. C'est surtout une formalité, car la fiducie a été automatiquement constituée au décès de votre père. Deuxièmement, nous devons vous présenter à l'équipe dirigeante. Ils vous attendent déjà. Troisièmement, et surtout, nous devons discuter de la manière dont vous souhaitez aborder la suite de votre vie. » Émilie se doutait de la réponse. « Votre père a laissé des instructions détaillées, » expliqua Gérald en sortant un autre document. « Il vous suggérait de préserver votre vie privée pendant au moins 6 mois. Durant cette période, vous devriez vous renseigner sur l'entreprise,
rencontrer les personnes clés et réfléchir à l'héritage que vous souhaitez laisser. L'entreprise fonctionne de manière autonome. Elle a besoin d'une direction et d'une vision de la part de son propriétaire. Émilie hocha lentement la tête. Une idée commençait à germer. Personne n'est encore au courant de mon identité de propriétaire. Seul moi, le cercle restreint des 5 membres de l'équipe dirigeante et maintenant vous le savons, confirma Gérald, curieux. Pourquoi cette question? Parce que je veux que cela reste ainsi, répondit Émilie. Son regard avait pris une nouvelle intensité. Du moins pour l'instant. Il faut d'abord que je comprenne quelque chose. James a divorcé parce qu'il me croyait pauvre. Il épouse Vanessa parce qu'elle est riche, du moins, c'est ce qu'il croit. Les yeux de Gérald s'écarquillèrent légèrement. Il comprit vite. Vous voulez observer comment se comportent votre ex-mari et sa maîtresse, sans qu'ils soient au courant de votre changement de situation. Exactement, confirma Émilie. Elle réfléchissait déjà aux différentes possibilités. James travaille chez Thornton Financial Group comme analyste senior. Je suppose que la société de mon père a des liens avec eux. Gérald consulta sa tablette. Son sourire s'élargit. Morrison Global Holdings détient 42% de Thornton Financial Group par le biais de sa filiale Pacific Investment Partners. Cette participation est structurée via plusieurs sociétés écrans. James Hastings ignore tout du fait qu'il travaille pour une entreprise ayant appartenu au père de son ex-femme, désormais détenue par cette dernière. Parfait, dit Émilie d'une voix ferme. Je veux assister au mariage en tant qu'invitée, pas en tant qu'ex-femme éconduite. Est-ce possible? Gérald parut surpris, puis intrigué. Le mariage est dans 2 semaines. Je ne comprends pas ce que vous espérez obtenir. Émilie se leva. Cette fois, ses jambes étaient bien ancrées au sol. James a divorcé pour épouser sa maîtresse, car il la croyait riche et influente. Je veux voir qui ils sont vraiment, quand ils pensent être seuls. Alors, et seulement alors, je déciderai de la façon dont je vais réagir à cette trahison. Gérald répéta lentement, ce qu'elle a fait. La compréhension l'envahit. Vous voulez qu'il se demande ce que vous avez fait après le divorce. Vous avez quelque chose de précis en tête. Pas de vengeance, précisa Émilie, la mâchoire crispée. Justice, rendue d'une manière qui révèle la vérité. James m'a montré son vrai visage quand il pensait que je n'avais rien. Maintenant, je veux lui montrer qui je suis. Au cours des 2 semaines suivantes, Émilie se plongea corps et âme dans l'étude de l'empire de son père. L'ampleur était stupéfiante. Elle rencontra l'équipe dirigeante, Victoria Chen, brillante directrice financière originaire de Singapour, Robert Jackson, directeur des opérations avec 30 ans d'expérience dans l'immobilier, Linda Martinez, directrice juridique, David Brooks, responsable du développement international, et Catherine Wells, directrice de la stratégie. Ils l'accueillirent avec respect et curiosité. Votre père parlait constamment de vous, déclara Victoria lors de leur première rencontre. Son accent trahissait la maîtrise de l'anglais comme langue seconde. Il nous montrait des photos de votre salle de classe. Il était si fier que vous ayez choisi l'enseignement plutôt que la quête de la richesse. Il ne m'a jamais rien dit de tout ça, admit Émilie en désignant la suite de direction qui occupait tout le dernier étage d'un immeuble de Manhattan. Un immeuble dont elle était désormais propriétaire. C'était intentionnel, expliqua Robert Jackson d'une voix rauque et chaleureuse. Il voulait que vous ayez une vie normale. Il savait aussi qu'un jour vous seriez prête à assumer ce rôle. Nous préparons votre arrivée depuis 5 ans. Émilie apprit que son père avait structuré l'entreprise de manière à minimiser l'implication du propriétaire, tout en lui laissant la possibilité d'en prendre le contrôle total. L'équipe dirigeante prenait les décisions quotidiennes. Les grandes orientations stratégiques nécessitaient l'approbation du propriétaire. L'entreprise était rentable, éthique et en pleine croissance. Elle avait besoin d'une vision pour la génération suivante. Dans quel secteur sommes-nous présents en dehors de l'immobilier? Demanda Émilie en consultant des rapports sur sa tablette. Nous possédons les entreprises de construction qui bâtissent nos immeubles, expliqua Catherine en sortant des organigrammes. Nous possédons les sociétés de gestion immobilière qui les exploitent, les sociétés de sécurité qui les protègent, les entreprises de maintenance qui s'en occupent et les sociétés technologiques qui les automatisent. Votre père croyait à l'intégration verticale,
au traitement équitable des travailleurs et au versement de salaires décents. Émilie ressentit une vague de fierté mêlée à une immense responsabilité. « Il a bâti quelque chose de bien », dit-elle doucement. Les autres acquiescèrent. « Il a bâti quelque chose d'extraordinaire », corrigea Linda Martinez d'un ton ferme. « Et maintenant, c'est à vous d'en prendre soin et de la transformer si vous le souhaitez. Nous sommes là pour vous accompagner, quelle que soit votre vision. » Émilie jeta un coup d'œil autour de la table. Elle prit une décision. « Je veux tout apprendre », dit-elle d'une voix claire et assurée. « Je veux comprendre chaque division, chaque marché, chaque stratégie. Je tiens aussi à préserver ma vie privée pour le moment. Est-ce possible ? » « Absolument », confirma Victoria en échangeant un regard avec les autres. « Nous agissons en toute discrétion depuis 40 ans. Nous pouvons continuer indéfiniment. Quels sont vos projets ? » Émilie hésita, puis décida de leur faire confiance. « Mon ex-mari a divorcé il y a 2 semaines pour épouser sa maîtresse. Aucun des deux n'est au courant de cet héritage. Je veux découvrir qui ils sont vraiment. Je veux aussi comprendre mon propre pouvoir avant de le révéler. » Les dirigeants restèrent silencieux un instant. David Brooks laissa échapper un petit rire. « Votre père aurait approuvé, » dit-il, les yeux pétillants de malice. Il disait toujours que le pouvoir révélait le caractère, et que le vrai caractère se révélait dans l'absence de pouvoir. Vous testez cette théorie ? Je suppose que oui, acquiesça Émilie. La justesse de cette approche s'installait en elle. Le mariage eut lieu au Grandview Hotel. Émilie savait, d'après son entretien avec Victoria, que Morrison Global Holdings en était propriétaire par le biais d'une filiale. Elle avait organisé l'événement en tant qu'invitée du directeur de l'hôtel, prétendant être une amie de la famille de la mariée. En réalité, elle souhaitait observer discrètement. Émilie portait une simple robe bleu marine. Elle avait maigri à cause du stress du mois précédent. Son visage était marqué par les épreuves. Elle avait l'air d'une femme encore endeuillée, ce qui était le cas. Son père lui manquait terriblement. Elle découvrait aussi une force insoupçonnée en elle. La cérémonie était fastueuse et de mauvais goût, selon Émilie. Vanessa portait une robe dont la marque était bien visible. James semblait mal à l'aise dans son smoking. Il affichait un sourire forcé tandis que les invités le félicitaient. Émilie, à l'arrière, observait la scène et notait chaque détail. Les parents de Vanessa étaient manifestement riches. Leur fortune était récente et ostentatoire. Le genre né d'une réussite commerciale, sans la discrétion des familles de longue date. Ils parlaient fort de leur yacht et de leurs récents problèmes financiers dus aux fluctuations du marché. « Tu as entendu parler de son ex-femme » chuchota une femme à proximité. Émilie se figea. Apparemment, elle était institutrice et gagnait environ 40 000 $ par an. Elle venait aussi de perdre son père. James a divorcé alors que le pauvre homme était mourant. « C'est cruel », répondit une autre femme, sur un ton plus commérage que compassion. « La famille de Vanessa est riche, alors j'imagine que James a fait une bonne affaire. » Émilie serra les poings et garda le silence. C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, la vérité sur la façon dont James et son nouveau cercle social l'apercevaient, et sur la façon dont ils jugeaient les êtres humains uniquement en fonction de leur richesse. La réception fut encore plus révélatrice. Émilie se faufilait dans la foule comme un fantôme. Elle surprenait des bribes de conversation qui dressaient un tableau clair. James avait courtisé Vanessa pour la fortune de sa famille. Vanessa avait courtisé James parce qu'elle pensait qu'il allait devenir associé chez Thornton Financial Group. Tous deux avaient calculé leur relation en fonction d'un gain financier illusoire. Aucun n'aimait réellement l'autre. « Quand penses-tu que James deviendra associé ?» demanda Vanessa à sa belle-mère. Émilie, trop proche, entendit malgré la musique. « Bientôt », répondit la mère de James, incertaine. « Il travaille tellement. » Le cabinet a connu des changements récemment. Un nouvel investisseur a acquis une participation importante. Personne ne sait qui c'est. Émilie sourit intérieurement. Elle connaissait la réponse. Morrison Global Holdings avait augmenté sa participation dans Thornton Financial Group de 42% à 51% 3 jours plus tôt. La transaction avait été réalisée par l'intermédiaire de tant de sociétés écrans que même les dirigeants ignoraient l'identité du véritable propriétaire.
J'ai entendu dire qu'ils étaient en pleine restructuration, dit Vanessa, l'inquiétude perçant dans sa voix. Et si James perd son travail? Il ne le perdra pas, intervint James, apparu soudainement. Je suis trop précieux. Et puis, je suis marié à toi maintenant. Les relations de ton père nous seront utiles en cas de problème. Le visage de Vanessa se crispa. Elle esquissa un sourire forcé. Bien sûr, ma chérie. Les affaires de mon père ont des difficultés ces derniers temps. Le marché immobilier est instable. Émilie enregistra cette information. Elle commençait à comprendre la situation dans son ensemble. James avait divorcé d'elle pour épouser Vanessa et son argent. La fortune de la famille de Vanessa était moins assurée qu'il n'y paraissait. Pendant ce temps, à l'insu de James, sa propre sécurité d'emploi dépendait des décisions prises par son ex-femme, celle qu'il avait abandonnée parce qu'il la croyait pauvre. Alors que la soirée avançait, Émilie remarqua autre chose. James semblait malheureux. Il le dissimulait bien. Il jetait sans cesse des coups d'œil à son téléphone. Son expression se faisait plus soucieuse à chaque fois. Vanessa le remarqua aussi. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, James éluda la question. Rien que pour le travail, marmonna-t-il. Émilie pouvait voir le stress dans ses épaules. Elle s'approcha du bar près de l'endroit où James se tenait seul. Elle lui tourna le dos et commanda un soda. Elle voulait entendre sa réaction si quelqu'un engageait la conversation. Félicitations pour votre mariage, lança le barman d'un ton enjoué. James y prêta à peine attention. Merci, répondit-il d'un ton neutre. Je peux avoir un scotch? Un double, s'il vous plaît. Déjà des problèmes au paradis, plaisanta un autre invité en rejoignant James au bar. Émilie le reconnut, c'était un collègue de Thornton Financial Group. C'est compliqué, admit James avant d'avaler la moitié de son verre d'un trait. J'ai reçu un courriel ce matin. Ça tombe vraiment mal. Ils font des évaluations de performance au sein du cabinet. Apparemment, il va y avoir une restructuration importante. J'en ai entendu parler, dit le collègue, visiblement inquiet. Tu sais ce que ça signifie? Aucune idée, répondit James, la frustration perçant dans sa voix. Le nouvel actionnaire majoritaire est totalement anonyme. Ils ont déjà commencé à faire des changements. 3 associés principaux ont été invités à prendre une retraite anticipée. Personne ne sait qui prend ces décisions ni pourquoi. Émilie sirotait son soda. Une douce satisfaction l'envahissait. Cette restructuration était en réalité un audit qu'elle avait ordonné après avoir découvert que plusieurs associés principaux de Thornton Financial Group s'étaient livrés à des pratiques douteuses, rien d'illégal, mais moralement discutables. Elle avait demandé à Linda Martinez et Victoria Chen de mener un audit approfondi, d'identifier les personnes qui incarnaient réellement les valeurs de l'entreprise par opposition à celles qui se contentaient d'en donner l'apparence. James Hastings avait été pointé comme quelqu'un qui avait bâti sa carrière en s'attribuant le mérite du travail d'autrui et qui manquait cruellement de compétences analytiques. Le rapport recommandait sa réaffectation à un poste plus en adéquation avec ses compétences réelles, en clair, une rétrogradation. Émilie n'avait pas encore pris de décision définitive. Au moins, tu peux compter sur l'argent de la famille de Vanessa, dit son collègue en tapotant l'épaule de James. C'est pour ça que tu l'as épousée, non? Le visage de James s'assombrit. Il ne le nia pas. C'est plus compliqué que ça. Oui, la sécurité, ça ne fait pas de mal. Émilie en avait assez entendu. Elle s'éclipsa avant que James ne puisse se retourner. Elle avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. James avait divorcé pour des raisons financières et sociales. Il avait épousé une femme dont la fortune familiale était instable. Il s'était aliéné la seule personne qui aurait pu lui offrir tout ce qu'il désirait, sans qu'il le sache. L'ironie était presque trop parfaite. Émilie ne ressentait aucun triomphe. Elle éprouvait une profonde tristesse pour l'homme qu'elle avait jadis aimé, qui s'était révélé superficiel et calculateur. Elle était aussi animée d'une détermination farouche à leur faire comprendre, à lui et à Vanessa, les conséquences de privilégier l'argent au détriment du caractère. Une semaine après le mariage, Émilie assistait à sa première réunion du conseil d'administration de Thornton Financial Group à distance, grâce au système Avatar mis en place des années auparavant par Morrison Global Holdings.
Son identité demeurait protégée par le cryptage et des mesures juridiques strictes. « Bonjour », dit-elle, la voix modifiée par logiciel pour paraître neutre et professionnelle. « Je suis la représentante de l'actionnaire majoritaire de Thornton Financial Group. Vous pouvez m'appeler la directrice. Je suis ici pour discuter de l'avenir de notre entreprise. » Les associés principaux présents en visioconférence semblaient mal à l'aise. Ils acquiescèrent respectueusement. « Nous sommes ravis de faire votre connaissance », dit le PDG, la voix trahissant une certaine incertitude. Nous nous interrogions sur les changements de propriétaire. « Mon client souhaite moderniser les pratiques de cette entreprise », expliqua Émilie en lisant des notes préparées par Linda Martinez. « Nous avons mené un audit approfondi des opérations, du personnel et des normes éthiques. Nous avons identifié plusieurs points qui requièrent une attention immédiate. » Émilie présenta les grandes lignes des changements qui transformeraient Thornton Financial Group, une société d'investissement traditionnelle et impitoyable, en une organisation plus éthique et durable. Elle rendit obligatoire la participation aux bénéfices pour tous les employés, et non plus seulement pour les cadres. Elle exigea une transparence totale quant aux conseils financiers prodigués aux clients. Elle instaura une formation obligatoire en déontologie. Elle annonça que plusieurs associés principaux seraient invités à prendre une retraite anticipée avec des indemnités généreuses. « Et les analystes ?» demanda un associé, la nervosité perçant dans sa voix. « Des changements sont-ils prévus à ce niveau ?» « Oui », confirma Émilie. « J'ai consulté les données d'évaluation des performances. Nous avons identifié plusieurs analystes dont les performances sont insuffisantes ou qui ont eu recours à des pratiques douteuses, ainsi que plusieurs qui méritent une promotion. J'enverrai des notifications individuelles la semaine prochaine. Je tiens à préciser que notre entreprise privilégie le mérite, l'intégrité et les compétences réelles, et non les apparences ou les relations. » La réunion s'acheva. Émilie se sentait revigorée plutôt qu'épuisée. Elle commençait à comprendre son pouvoir. Surtout, elle entrevoyait comment l'utiliser à bon escient, tout en veillant à ce que James Hastings assume les conséquences de ses actes. James reçut sa notification un jeudi après-midi. Le courriel arriva alors qu'il déjeunait avec Vanessa. Elle le pressait d'acheter une nouvelle maison. James tergiversait car sa situation financière était plus précaire qu'il ne l'avait admis. Son téléphone vibra. Lorsqu'il vit l'expéditeur, le service des ressources humaines du groupe Thornton Financial, il sentit son cœur se serrer. « Je dois vérifier ça », dit-il, les mains tremblantes en ouvrant le courriel. « Cher Monsieur Hastings, suite à notre récente évaluation de performance et à la restructuration en cours, nous vous informons des changements concernant votre poste au sein de Thornton Financial Group. Avec effet immédiat, vous passez d'analyste senior à analyste junior, avec un ajustement de votre rémunération et de vos responsabilités. Cette décision fait suite à une analyse approfondie de votre performance au cours des 3 dernières années, qui a révélé des incohérences entre le travail attribué et votre contribution réelle. Bien que nous apprécions votre présence au sein de l'entreprise, nous estimons que cette évolution est nécessaire. Cette réaffectation correspond mieux à votre niveau de compétence actuel et vous offre une réelle opportunité de développement professionnel. Votre nouveau salaire annuel sera de 62 000 $, contre 145 000 $ auparavant. Vous conserverez vos avantages sociaux. Vous n'aurez plus accès aux avantages et primes réservés aux analystes seniors. Veuillez rencontrer le service des ressources humaines lundi afin de discuter de votre nouveau rôle et de vos nouvelles responsabilités. Cordialement. Service des ressources humaines du groupe financier Thornton. Le visage de James se décomposa. Vanessa le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, l'inquiétude transparaissant. « J'ai été rétrogradée, » dit James. Ces mots lui semblaient irréels. « Ils réduisent mon salaire de plus de moitié. » Quoi ? Vanessa s'empara du téléphone. Son expression passa du choc à la fureur. « C'est absurde. Pour quel motif ? » Évaluation de performance, répondit James, hébété. Il pensait déjà à leurs dépenses, l'appartement qu'il venait de louer, les mensualités de la voiture, les dettes de carte de crédit contractées pour le mariage. Tout lui tomba dessus. Je croyais être promu associé. Au lieu de ça, je suis rétrogradé. Le regard de Vanessa était calculateur.
James vit l'instant précis où elle commença à paniquer. « Peux-tu lutter contre ça ?» demanda-t-elle, la voix trahissant plus de peur que de soutien. « Je ne sais pas, » admit James. L'humiliation le rongeait. Les nouveaux propriétaires restructurent tout. Personne ne sait qui ils sont. Comment combattre un ennemi invisible? On trouvera bien une solution, dit Vanessa. Sa voix manquait de conviction. Elle faisait déjà des calculs mentaux. James pouvait lire l'inquiétude sur son visage. L'agence immobilière de son père venait de perdre un important contrat. Elle comptait sur le salaire de James pour compléter leurs revenus. « Je devrais peut-être chercher un autre travail », suggéra James. Il savait déjà que ses options étaient limitées. La rétrogradation le suivrait. Sa réputation dans le secteur reposait sur un travail qu'il n'avait pas réellement accompli. Si des employeurs potentiels examinaient son dossier de prêt, ils constateraient les mêmes schémas que les mystérieux nouveaux propriétaires. Tandis que James sombrait, Emily prospérait. Elle décida de conserver son poste d'enseignante à temps partiel, le temps de développer son empire commercial. L'école était ravie de la voir continuer, même à temps partiel, sans se douter qu'elle était devenue l'une des personnes les plus riches du monde. « Comment vas-tu » lui demanda un après-midi sa directrice, Margaret Hoffman, avec une sincère inquiétude. « Je me débrouille, » répondit Emily. C'était la vérité. Mon père m'a laissé des placements qui me procurent des revenus et me permettent de réduire mon temps de travail. J'adore enseigner, alors je ne veux pas tout arrêter. Nous avons de la chance de t'avoir, dit Margaret en serrant la main d'Emily. Je suis désolée pour James. Divorcé alors que ton père était mourant. C'est d'une cruauté inouïe. Emily sourit tristement. Elle appréciait la loyauté de Margaret. Il m'a montré son vrai visage, dit-elle simplement. Ce qu'Emily ne dit pas à Margaret, c'est qu'elle venait d'approuver un don de 50 millions de dollars au système scolaire public de Cleveland, structuré par le biais d'une fondation pour préserver l'anonymat. Elle avait également acheté le bâtiment qui abritait son école, modernisé les installations et réduit le loyer à un montant symbolique. Le conseil scolaire était ravi de cette aubaine soudaine, ignorant qu'elle provenait d'une de leurs enseignantes à temps partiel. Emily apprenait que la richesse ne se résumait pas à l'argent, mais au pouvoir de changer des vies. Elle finançait des bourses d'études, soutenait les enseignants, améliorait les infrastructures. Elle agissait discrètement, sans tapage ni reconnaissance. Elle comprit alors que c'était là l'héritage que son père souhaitait lui léguer. Non pas la richesse elle-même, mais la sagesse de bien l'utiliser. 3 mois après leur mariage, l'union de James et Vanessa battait de l'aile. Les difficultés financières avaient mis à nu les failles de leur relation. Aucun des deux ne possédait les ressources émotionnelles nécessaires pour la réparer. Vanessa s'attendait à un mari fortuné qui rehausserait son statut social. Elle s'était retrouvée avec un analyste rétrogradé dont la carrière était en chute libre. James espérait une épouse riche dont les relations familiales assureraient son avenir. Il s'était retrouvé avec une femme dont l'entreprise familiale était au bord de la faillite. « Il faut qu'on parle », dit Vanessa un soir, d'un ton glacial. Ils étaient assis dans leur appartement, prisonniers d'un bail qu'ils ne pouvaient plus se permettre, mais qui les contraignait à rester 9 mois de plus. « De quoi ?» demanda James, las. Il le savait déjà. « De nous », répondit Vanessa sèchement, dénuée d'émotion. « Ça ne marche pas. Je crois qu'on le sait tous les deux. » James aurait dû se sentir soulagé. Il ne ressentait qu'un vide immense. « Nous sommes mariés depuis moins de 6 mois, fit-il remarquer. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait divorcé d'Emily après 8 ans de mariage. Son union avec Vanessa touchait déjà à sa fin. « Je sais », répondit Vanessa en enlevant déjà son alliance. « Nous avons tous les deux commis une erreur. Je ne vois pas l'intérêt de prolonger la situation. Mon avocat enverra les papiers du divorce la semaine prochaine. » Après son départ, Vanessa alla loger chez une amie. Ils savaient tous les deux qu'elle ne reviendrait pas. James, seul dans l'appartement, pensa à Emily. Il sortit son téléphone et fit défiler de vieilles photos. Ces images de leur vie commune lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Emily, souriante lors d'un événement scolaire, les yeux pétillants d'une joie sincère. Emily, durant leur lune de miel modeste dans les Smoky Mountains, heureuse de sa simplicité. Emily, corrigeant des copies à la table de la cuisine, épanouie dans son travail.
Il avait tout gâché pourquoi? Une femme qui avait accordé plus de valeur à son argent qu'à sa personne, et qu'il avait quitté dès que l'argent avait disparu. Il avait divorcé d'Emily parce qu'il la croyait pauvre. Elle était riche de tout ce qui comptait vraiment. Il était trop aveugle pour le voir. Sur un coup de tête, rongé par le regret et l'alcool, James envoya un SMS à Emily. « J'ai fait une terrible erreur. On peut parler ?» Emily vit le message. Elle le fixa longuement. Elle aurait pu l'ignorer. Elle avait besoin de tourner la page, non pas pour James, mais pour elle-même. « D'accord, » répondit-elle simplement. Elle proposa de se retrouver dans un café près de son ancien appartement. Le café était petit et familier. Emily arriva tôt et choisit une table près de la fenêtre. Elle portait un jean et un pull. Elle paraissait en meilleure santé qu'au jour du mariage, plus forte et plus sûre d'elle. James arriva avec 10 minutes de retard. Il avait mauvaise mine. Il avait maigri, son costume était froissé et ses yeux cernés. « Merci de m'avoir reçu, » dit-il en s'asseyant, la voix froide. « De quoi vouliez-vous me parler ?» demanda Emily, polie plutôt que chaleureuse. James passa ses mains dans ses cheveux, geste empreint de défaite. « Je voulais m'excuser, » dit-il. Les mots lui semblaient insuffisants. « J'ai été cruel envers toi. Je me rends compte de ce que j'ai perdu. Vanessa et moi divorçons. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander. J'espérais que nous pourrions parler de la possibilité de réessayer. » Emily s'était préparée à cette éventualité. Entendre James prononcer ces mots la blessa profondément. « Tu veux qu'on se remette ensemble ?» dit-elle d'un ton neutre. « Je sais que je t'ai fait du mal, » poursuivit James précipitamment, le désespoir transparaissant. « J'ai été stupide et égoïste. Je m'en rends compte maintenant. Je croyais vouloir quelqu'un d'argent et de relations. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de quelqu'un qui se soucie de moi. Tu étais cette personne. J'étais trop aveugle pour m'en rendre compte. » Emily prit une gorgée de son café. Le silence s'installa. Finalement, d'une voix douce, elle prit la parole. « James, tu as divorcé de moi alors que mon père était mourant parce que tu me croyais pauvre. Tu as épousé Vanessa parce que tu la croyais riche. Maintenant, Vanessa divorce parce que tu n'es pas assez riche pour elle. Tu veux revenir vers moi parce que tu penses que je te reprendrai. Tu vois le schéma ? » James rougit. Il ne put le nier. « Dit comme ça sonne mal, » l'interrompit Emily, calme. « Ça sonne mal parce que c'est mal. Tu n'as pas divorcé de moi parce que nous étions malheureux ou incompatibles. Tu as divorcé de moi par calcul. Vanessa offrait de meilleures perspectives financières. James, ce que tu n'as jamais compris, c'est que je t'aurais soutenu quoi qu'il arrive. Perte d'emploi, difficultés financières, maladie, peu importe, parce que je t'aimais. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée que tu te faisais de moi, jamais moi. » « Ce n'est pas vrai, » protesta James. Son objection manquait de conviction. « Alors dis-moi, » lança Emily en se penchant en avant. « Dis-moi une seule chose que tu as aimée chez moi, qui n'ait rien à voir avec ce que je te faisais ressentir ou ce que je pouvais faire pour toi. » James ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Il aurait aimé qu'Emily soit facile à vivre. Cela ne concernait que son propre confort. Il appréciait sa beauté. Cela ne concernait que son image. Il appréciait qu'elle soit institutrice, uniquement pour se donner bonne conscience d'avoir une épouse exerçant une profession respectable. Il n'avait jamais vraiment aimé Emily pour ce qu'elle était. « Je le pensais aussi, » dit Emily d'une voix douce. Il n'y avait aucune trace de triomphe, seulement de la tristesse. « James, j'espère que tu trouveras le bonheur. Tu ne le trouveras pas en calculant quelle femme offre le meilleur retour sur investissement. Et tu ne le trouveras certainement pas avec moi. »« S'il vous plaît, » dit James. Les larmes le menaçaient. « Je sais que je ne le mérite pas. Ne pouvez-vous pas me donner une autre chance ? J'ai tout perdu. Mon travail, ma femme, ma réputation. Il ne me reste plus rien. » Emily se leva. Elle baissa les yeux sur l'homme qu'elle avait jadis aimé avec un mélange de pitié et de fatalisme. « Tu as perdu tout cela à cause de tes propres choix, » dit-elle doucement mais fermement. « Je ne peux pas te sauver des conséquences de ces choix. James, j'espère que tu en tireras des leçons. J'espère que tu deviendras quelqu'un qui apprécie les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils possèdent. »
Elle se dirigea vers la porte. James l'interpella. « Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Emily se retourna, un léger sourire aux lèvres. « Je vais faire comme avant, » dit-elle d'un ton énigmatique, sans donner plus d'explications. « Au revoir, James. » La phrase « ce qu'elle a fait » devint un mystère qui hantait James. Il n'avait aucune idée de comment le résoudre. Emily avait quitté ce café. Elle avait disparu de sa vie. Ces derniers mots résonnaient encore dans sa tête. Que avait-elle fait? Que comptait-elle faire? Pourquoi paraissait-elle si calme et si sûre d'elle alors qu'elle aurait dû être anéantie? Il essaya d'en savoir plus sur la vie d'Emily. Elle était devenue comme invisible. Elle enseignait encore à temps partiel dans son école. À part ça, elle semblait avoir disparu des réseaux sociaux, aucune activité publique, aucune trace. C'était comme si elle s'était volatilisée. James savait qu'elle était toujours là, quelque part. Ce que James ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'Emily était partout. Elle était la donatrice anonyme qui avait sauvé 3 écoles en difficulté à Cleveland. Elle était l'investisseuse qui avait acquis et rénové une douzaine d'immeubles d'appartements dans des quartiers défavorisés, proposant des loyers abordables aux familles ouvrières. Elle était à l'origine d'un nouveau programme de bourse d'études pour les étudiants de première génération. Elle était la voix discrète qui guidait Morrison Global Holdings vers des pratiques commerciales plus éthiques et durables. Elle assistait aux réunions du conseil d'administration par visioconférence. Son identité restait secrète. Elle approuvait les décisions importantes par l'intermédiaire d'intermédiaires. Elle apprenait à exercer son pouvoir avec sagesse et discrétion, tout en découvrant la joie de sa nouvelle réalité. « Tu te débrouilles à merveille », lui dit Victoria Chen lors d'un de leurs échanges réguliers. La fierté teintait sa voix. « Ton père serait si fier de la façon dont tu as endossé ce rôle. »« Il me manque toujours », admit Emily. La douleur était plus douce maintenant, moins vive, plus mélancolique. « Bien sûr que oui », dit Victoria chaleureusement, en souriant. « Tu honores son héritage en étant exactement celle qu'il a appris à te former, une personne attentionnée, capable d'aider les autres. » Emily avait également commencé à trouver des liens au sein de l'équipe de direction, particulièrement avec Catherine Wells, la directrice de la stratégie. Catherine avait à peu près le même âge qu'Emily. Elle était devenue une sorte de mentor et d'amie. « Parlez-moi de la maîtresse », demanda Catherine un jour à midi, curieuse plutôt qu'accusatrice. « Vanessa, c'est bien ça? Qu'est-elle devenue après le divorce ?» Emily avait gardé un œil sur Vanessa grâce au même réseau qui contrôlait tous les aspects de son empire commercial, plus par curiosité que par malice. « L'agence immobilière de son père a fait faillite il y a environ 1 mois, » raconta Emily. La nouvelle ne la réjouissait guère. Elle est retournée vivre chez sa mère et travaille comme vendeuse dans un grand magasin. « Ça doit être une sacrée chute, » remarqua Catherine en observant le visage d'Emily. « Comment te sens-tu » Emily réfléchit longuement. Sa réponse la surprit elle-même. « En réalité, je suis triste, pas pour elle en particulier, mais pour le système qui leur a appris, à elle et à James, que l'argent primait sur la moralité. Ils ont tous les deux fait de mauvais choix parce que c'est ce qu'on leur avait inculqué. Alors, tu n'iras pas user de ton pouvoir pour les punir davantage ?» demanda Catherine. Elle connaissait déjà la réponse. « Non », confirma Emily d'une voix ferme. James a perdu son emploi parce qu'il n'était pas compétent. C'est la justice immanente, pas une vengeance. Son mariage a volé en éclats car il était fondé sur l'avidité plutôt que sur l'amour. Ce sont les conséquences naturelles de ses actes, et non mon intervention. Vanessa a perdu sa sécurité financière à cause des mauvais choix de gestion de son père. Encore une fois, ça n'avait rien à voir avec moi. Je n'ai rien eu à faire. Ils se sont mis dans cette situation eux-mêmes. Catherine leva son verre d'eau. Son sourire était approbateur. « Votre père a fait un bon choix, » dit-elle simplement. Ce compliment était précieux pour Emily. 6 mois après l'échec de la tentative de réconciliation de James, Emily fit sa première apparition publique en tant que propriétaire de Morrison Global Holdings. Elle le fit lors d'une conférence de presse annonçant une nouvelle initiative, la Fondation Morrison, qui financerait l'éducation, le logement abordable et le développement des petites entreprises dans les communautés défavorisées. Vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure, elle se tenait à la tribune.
Ses mains restaient assurées tandis qu'elle s'adressait au journaliste. Mon père, Robert Morrison, a bâti cette entreprise en plus de 40 ans, animé par la volonté de créer de la valeur, non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour les communautés. Aujourd'hui, j'annonce que Morrison Global Holdings consacrera 30% de ses bénéfices annuels à la Fondation Morrison, qui s'attachera à créer des opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin. Les questions fusaient. Émilie répondait à chacune avec assurance. « Pourquoi avez-vous gardé le secret sur votre participation si longtemps ?» demanda un journaliste. « Parce que j'avais besoin de temps pour apprendre », répondit-elle honnêtement. Elle ne s'étendit pas sur les aspects personnels. « Mon père a bâti une entreprise extraordinaire. Je devais la comprendre avant de pouvoir la diriger. J'avais aussi besoin de comprendre qui j'étais sans la richesse, afin de pouvoir être digne de la manier. » « Et votre vie personnelle ?» insista un autre journaliste. Émilie s'y attendait. « J'étais mariée et divorcée », répondit-elle simplement, sans mentionner James. « Mon ex-mari a choisi de mettre fin à notre mariage pour des raisons qui lui étaient propres. Cette expérience m'a appris de précieuses leçons sur ce qui compte vraiment dans la vie. Je suis reconnaissante de ces leçons, même si elles ont été douloureuses. » Ce qu'Émilie n'avait pas besoin de dire, c'est que James regardait cette conférence de presse depuis son petit studio. Son visage s'était livide lorsqu'il comprit la portée de ses paroles. Elle avait hérité de 900 milliards de dollars. Elle l'ignorait au moment de leur divorce. Elle était devenue l'une des personnes les plus puissantes au monde pendant qu'il s'occupait de la fortune de la famille de Vanessa. Elle s'était métamorphosée en une personne extraordinaire, sans lui, malgré lui, et d'une certaine manière, grâce à sa trahison. Le choc qui l'avait tant choqué, c'était de réaliser que la pauvre institutrice qui l'avait abandonnée était devenue une philanthrope milliardaire. Surtout, elle avait trouvé sa voie et sa force. Le désespoir de Vanessa, qui suivait elle aussi la conférence de presse tout en pliant des vêtements à son travail de vendeuse, venait de la prise de conscience qu'elle avait épousé puis divorcé d'un homme qui avait brièvement eu accès à une fortune dépassant ses rêves les plus fous. Son avidité l'avait empêchée d'en profiter pleinement. James éteignit la télévision. Il resta assis, abasourdi. La femme dont il avait divorcé parce qu'elle n'était qu'une simple enseignante. On l'interviewait maintenant sur ses projets de révolutionner le développement immobilier, de financer des initiatives éducatives et de créer des logements abordables à l'échelle mondiale. L'ironie était suffocante. James finit par comprendre que cela ne le concernait pas. Émilie n'avait pas révélé sa fortune pour le punir. Elle l'avait fait parce qu'elle était prête à assumer pleinement son rôle et à utiliser son pouvoir pour le bien. Il l'avait perdue lorsqu'il pensait qu'elle ne possédait rien. Maintenant qu'elle avait tout, elle ne s'intéressait plus du tout à lui. C'était là le véritable choc, non pas qu'elle ait hérité d'une fortune, mais qu'elle soit devenue une personne qu'il ne reconnaissait plus. Elle était plus forte, plus sage et plus déterminée qu'il ne l'avait jamais imaginé. Vanessa avait elle aussi assisté à la conférence de presse. Son désarroi fut plus immédiat et viscéral. Elle calcula rapidement ce qui se serait passé si elle était restée mariée à James 3 jours de plus avant que son divorce d'avec Émilie ne soit prononcé, si James avait attendu un jour de plus, si elle avait été moins transparente quant à ses intentions intéressées. Les « et si » s'accumulaient. Tous menaient à la même conclusion. Elle avait misé sur le mauvais cheval et avait perdu lamentablement. James était marié à une femme qui allait hériter de 900 milliards de dollars. Vanessa l'avait incité à divorcer rapidement d'Émilie. Elle avait insisté pour que le mariage ait lieu au plus vite, pensant ainsi assurer son propre avenir financier. Au lieu de cela, elle avait provoqué sa propre chute. « Tu as vu ?» demanda sa mère quand Vanessa rentra du travail. La télévision diffusait encore en boucle la conférence de presse d'Émilie. « Oui », répondit Vanessa d'une voix hébétée, avant de s'effondrer sur le canapé. « C'est l'ex-femme de James », ajouta sa mère, inutilement, la surprise transparaissant. Il était marié à elle lorsqu'elle a hérité de toute cette fortune. Il a divorcé 3 jours auparavant, corrigea Vanessa, l'amertume perçant dans chacune de ses paroles. J'étais sa maîtresse alors qu'il était marié à l'une des femmes les plus riches du monde. Aucune de nous deux ne le savait. Sa mère resta silencieuse un instant, puis posa la question que Vanessa redoutait. L'aurais-tu courtisé si tu avais su qu'il était marié à une femme pauvre? Vanessa aurait voulu mentir. Elle était trop fatiguée. Non,
admit elle, la honte lui montant aux joues. Je l'ai pris pour cible parce que je pensais qu'il allait devenir associé et qu'il serait riche. Je me suis trompée sur ce point aussi. Alors, tu as eu exactement ce que tu méritais, dit sa mère sans ménagement. Il n'y avait aucune compassion dans sa voix. Tu as couru après l'argent au lieu de la dignité, et c'est tout ce que tu as perdu. Cette femme. Elle désigna Émilie à l'écran. Elle a perdu son mari et son père. Elle s'est retrouvée. Toi, tu as tout perdu et tu n'as rien trouvé. Ces mots frappèrent Vanessa comme des coups de poing. Elle ne pouvait pas les contester. Elle était tellement obnubilée par l'acquisition de richesses qu'elle n'avait jamais développé de véritables compétences, de valeurs ni de but dans la vie. À présent, à 27 ans, divorcée, elle travaillait dans le commerce et vivait chez sa mère. Pire encore, elle ne savait plus qui elle était, si ce n'est ses tentatives ratées d'épouser un homme riche. Le désespoir n'était pas seulement financier, mais existentiel. Vanessa avait bâti toute son identité sur sa beauté et son pouvoir de séduction, dans l'espoir d'attirer un homme riche. Cette stratégie avait non seulement échoué, mais elle avait aussi révélé sa superficialité, sa manipulation, et au final, son vide existentiel. Ce qu'elle avait fait, ou plutôt omis de faire, c'était développer une quelconque profondeur. Les mois passèrent. Émilie continuait de construire sa légende. Elle partageait son temps entre l'enseignement et la gestion de son empire. Elle trouvait une grande satisfaction dans les deux rôles. Ses élèves ignoraient toute sa fortune. Pourtant, ils bénéficiaient de sa générosité de mille et une façons. Nouveaux livres, matériel de meilleure qualité, excursions qui auraient été impossibles auparavant. La Fondation Morrison connut une croissance rapide. Émilie tenait à respecter le principe de son père, aider les gens à s'aider eux-mêmes sans créer de dépendance. La Fondation finançait des programmes de formation professionnelle. Elle créait également des emplois grâce à ses projets immobiliers. Il construisait des logements abordables. Il dispensait des formations en gestion financière afin que les résidents puissent un jour devenir propriétaires. Il soutenait l'éducation. Il créait des parcours d'emploi au sein de Morrison Global Holdings pour les jeunes diplômés. « Vous changez le monde », lui dit Robert Jackson lors d'un entretien trimestriel. Sa voix rauque trahissait une fierté indéniable. « Votre père a bâti l'entreprise. Vous la transformez en quelque chose qui compte bien plus que le simple profit. » « Le profit compte toujours », rétorqua Émilie avec un sourire. « On ne peut aider personne si on n'est pas financièrement stable. » « C'est vrai », concéda Robert avant de consulter des graphiques de performance. « C'est pourquoi il est remarquable que nos bénéfices aient augmenté depuis votre prise de fonction, malgré, ou peut-être grâce à notre approche plus éthique. Il s'avère que les gens veulent travailler avec des entreprises qui ont des valeurs. » Émilie étudiait les graphiques. Une douce satisfaction l'envahissait. Elle prouvait qu'une entreprise pouvait être à la fois rentable et utile, à une échelle capable de transformer des secteurs entiers. D'autres sociétés immobilières commençaient à imiter l'approche de Morrison Global Holdings. Elle accueillait favorablement la concurrence. L'objectif n'était pas de monopoliser les bonnes actions, mais d'en faire la norme. 2 ans après son divorce, Émilie reçut une visite inattendue à son bureau, celui qu'elle occupait au siège de Morrison Global Holdings à Manhattan. Bien qu'elle partageât son temps entre Cleveland et Manhattan, son assistante l'appela pour lui dire que James Hastings se trouvait dans le hall et souhaitait la voir. Le premier réflexe d'Émilie fut de refuser. « Dis-lui que je suis occupée », pensa-t-elle, avant de se raviser. Peut-être était-il temps d'une véritable conclusion, pas seulement pour lui, mais aussi pour elle. « Attendez. Donnez-moi 5 minutes, puis laissez-le monter. » James avait l'air encore plus mal en point qu'à leur rendez-vous au café 2 ans auparavant. Il y avait aussi quelque chose de différent chez lui. Il était toujours maigre et fatigué. Son regard était d'une clarté qu'il n'avait plus auparavant. « Merci de me recevoir », dit-il en entrant dans son bureau. Il s'arrêta net en découvrant la vue. De grandes baies vitrées donnaient sur Manhattan. Le bureau lui-même était élégant et sobre, à l'image d'Émilie. « J'ai failli ne pas venir », admit-elle avant de lui faire signe de s'asseoir. « Que veux-tu, James ? » « Je voulais m'excuser », répondit James. Il leva la main quand Émilie prit la parole. « Je sais que je me suis déjà excusée. C'était quand je te croyais encore pauvre et que je voulais qu'on se remette ensemble. Cette fois,
C'est différent. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que je t'ai fait. Surtout, que je te comprends vraiment. Emily l'observa attentivement et garda le silence. J'ai regardé ta conférence de presse, poursuivit James d'une voix assurée. J'ai vu ce que tu as accompli avec la Fondation Morrison. J'ai lu comment tu gères ton entreprise. Tu es toujours la même personne, bienveillante, intègre, dévouée aux autres. Tu as maintenant les moyens de le faire à grande échelle. Je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais perçu chez toi pendant notre mariage. J'étais trop occupée à voir ce qui te manquait plutôt que qui tu étais. C'est vrai, acquiesça Emily d'une voix douce et sans arrogance. Je travaille comme conseiller financier pour une petite entreprise, dit James. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, juste de la sincérité. Je gagne environ 50 000 $ par an. Je suis vraiment bon dans ce que je fais parce que j'aide des gens ordinaires à préparer leur retraite et à épargner pour les études de leurs enfants. Je n'essaie d'impressionner personne ni de gravir les échelons. Je fais simplement mon travail honnêtement. Tant mieux, dit Emily. Elle le pensait vraiment. Je suis aussi en thérapie, ajouta James. Un léger sourire effleura son visage. Ma thérapeute m'a suggéré de venir ici pour réparer mes erreurs et assumer mes actes. Tu mérites d'entendre que j'ai eu tort. Je mérite aussi de le dire et de l'admettre. Le ton d'Emily s'adoucit légèrement. Elle garda son professionnalisme. Je comprends, James. Je tiens à être clair, c'est du passé. Je ne t'en veux plus. Je ne souhaite pas renouer de relations, même superficielles. Je sais, dit James en hochant la tête. Je le comprends. Je tenais à ce que vous sachiez que ce que vous faites, la façon dont vous utilisez votre richesse et votre pouvoir, est extraordinaire. Ton père serait fier. J'aurais dû l'être aussi. J'aurais dû reconnaître ta valeur quand nous nous sommes mariés. J'étais trop superficiel et naïf. Tu n'étais pas naïf, corrigea doucement Emily en pesant ses mots. Tu as été influencé par une société qui enseigne aux gens à privilégier la richesse au détriment du caractère. Tu n'es pas le seul. Vanessa est tombée dans le même piège. Moi aussi, d'une certaine manière. Je pensais que ton départ signifiait que je ne valais rien. J'ai compris que ma valeur n'a jamais dépendu de ton appréciation. James se leva et lui tendit la main. Merci de m'avoir reçu. Surtout, merci de m'avoir montré ce qu'est l'intégrité. Je ne vous reverrai probablement jamais. Je tenais à ce que vous sachiez que vous avez changé ma vie, non pas en héritant d'une fortune, mais en étant une personne admirable. Emily lui serra la main. Alors qu'il se retournait pour partir, elle l'appela « James ». Il se retourna, l'air plein d'espoir. « Je te pardonne », dit simplement Emily. Le poids de ces mots libéra quelque chose en eux deux. Non pas parce que tu le mérites ou parce que cela change le passé, mais parce que je mérite de me libérer de toute amertume. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens aussi. Nous devons vivre avec. James hocha la tête, les larmes aux yeux. Merci, murmura-t-il avant de partir. Emily resta à sa fenêtre, contemplant la ville. Un profond sentiment de paix l'envahissait. Elle avait passé 2 ans à bâtir quelque chose d'extraordinaire. Elle avait aussi guéri et grandi. La colère et la douleur causées par la trahison de James s'étaient muées en sagesse et en force. Surtout, elle avait découvert qui elle était vraiment, indépendamment du regard des autres. Son téléphone vibra, un message de Catherine. Réunion du conseil d'administration dans 20 minutes. Au fait, j'ai trouvé le terrain idéal pour le projet de logements abordables de Détroit. On fête ça après? Emily sourit et répondit, bien sûr. On fête le projet de Détroit, pas le fait que mon ex-mari se soit enfin excusé. La réponse de Catherine fut immédiate. Pourquoi pas les deux? Tu mérites de célébrer toutes tes victoires, grandes et petites. Le projet de Détroit devint l'une des initiatives préférées d'Emily. Il incarnait tout ce qu'elle avait appris sur la gestion judicieuse de la richesse. Morrison Global Holdings acheta 40 hectares de terrains industriels abandonnés. Au lieu d'y construire des appartements de luxe, l'entreprise y bâtit des logements à revenus mixtes, des centres communautaires, des centres de formation professionnelle et des incubateurs de petites entreprises. Elle embaucha des ouvriers locaux pour la construction.
Elle les forma également pour des postes permanents dans la gestion et l'entretien immobilier. Émilie se rendait régulièrement sur le chantier, discrètement, généralement accompagnée de Catherine ou d'un autre cadre. Elle parcourait les zones de construction, discutant avec les ouvriers et écoutant attentivement leurs idées et leurs préoccupations. Elle assistait aux réunions de quartier pour écouter les besoins des résidents et intégrait leurs suggestions dans les plans. C'est ce que mon père avait en tête, confia Émilie à Catherine lors d'une visite. Elle contemplait la structure de ce qui allait devenir des appartements abordables. Il ne voulait pas que j'hérite d'une fortune pour la posséder. Il voulait que je l'utilise pour créer des opportunités pour les autres. Ce projet permettra de loger 300 familles. Il créera aussi 200 emplois permanents et soutiendra 50 petites entreprises. Voilà l'héritage qui compte. Catherine serra l'épaule de son amie. Son sourire était chaleureux. Tu as dépassé toutes les espérances, dit-elle. Elle le pensait vraiment. Ton père a bâti un empire. Toi, tu bâtis un mouvement. 3 ans après son divorce, Émilie reçut une invitation à prendre la parole lors d'une conférence sur l'éthique des affaires. L'événement se tenait à Cleveland. Elle accepta car cela correspondait à ses valeurs. Ce qu'elle ignorait, c'est que James avait également été invité en tant que panéliste pour discuter du redressement financier après des revers professionnels. Ils se croisèrent dans la loge avant la conférence. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance étonnamment détendue. James avait poursuivi sa thérapie et son travail. Il avait également commencé à faire du bénévolat dans un programme d'éducation financière destiné aux familles à faible revenu, afin de leur apprendre à gérer leur argent. Il avait perdu du poids sainement. Surtout, il avait trouvé un sens à sa vie. Émilie, la salua-t-il, son sourire sincère. Je ne savais pas que tu serais là. Le monde est petit, répondit Émilie en lui souriant. Comment vas-tu? Bien, en fait, dit James, visiblement surpris par sa propre réponse. Je suis fiancé à une enseignante. Elle s'appelle Patricia. Nous nous sommes rencontrés au programme d'éducation financière où je suis bénévole. Elle est formidable. Elle est unique en son genre. Je suis contente pour toi, dit Émilie. Elle le pensait sincèrement. James avait visiblement changé. Surtout, il avait trouvé quelqu'un qui l'appréciait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pouvait apporter. Et toi? Demanda James avec précaution. Son intérêt semblait sincère, sans curiosité malsaine. Je me concentre sur mon travail, répondit Émilie. C'était la vérité. Entre l'enseignement et la gestion de la fondation, je n'ai pas beaucoup de temps pour les rencontres. Cela me convient. Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis exactement là où je dois être. Ils discutèrent encore quelques minutes. Au moment où la conférence allait commencer, ils se séparèrent en amis, ou du moins en tant que 2 personnes qui avaient compté l'une pour l'autre et qui avaient toutes 2 grandi grâce à cette expérience. Le discours d'Émilie portait sur la responsabilité liée à la richesse. Elle s'appuyait sur son expérience personnelle sans donner de détails précis. Lorsque vous héritez ou acquérez des ressources importantes, déclara-t-elle à l'auditoire d'une voix claire et assurée, vous êtes confronté à un choix. Utilisez cette richesse pour vous isoler du monde, ou l'utiliser pour vous impliquer davantage dans la résolution des problèmes mondiaux. Mon père m'a appris que la richesse est un outil, pas un trophée. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que cela signifiait. L'auditoire était captivé. Émilie poursuivit. Le véritable succès ne se mesure pas à la quantité de biens accumulés, mais à la contribution que l'on apporte. Il ne s'agit pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on fait avec ce que l'on possède. Et surtout, il s'agit de la personne que l'on devient au cours de ce processus. Après la conférence, plusieurs personnes abordèrent Émilie pour lui poser des questions et lui faire part de leurs commentaires. Une jeune femme d'une 20aine d'années lui demanda « Comment faites-vous pour rester humble malgré votre immense pouvoir ?» Émilie réfléchit attentivement, en pensant à son père, à son métier d'enseignante et à son parcours. « Je ne crois pas que l'humilité consiste à faire semblant de ne pas avoir de pouvoir, » dit-elle finalement en regardant la jeune femme droit dans les yeux. Je crois qu'il s'agit de reconnaître que le pouvoir ne vous rend pas meilleur que les autres. Il vous confère simplement des responsabilités différentes. Je continue d'enseigner à temps partiel parce que cela me rappelle ce qui compte vraiment. J'aide les jeunes à développer leur potentiel, non pas pour ce qu'ils peuvent m'apporter, mais pour ce qu'ils peuvent apporter au monde.
Cette perspective me permet de garder les pieds sur terre, quel que soit le montant de ma fortune. 5 ans après avoir hérité de l'empire de son père, Emily avait transformé Morrison Global Holdings en un modèle d'entreprise socialement responsable. L'entreprise était plus rentable que jamais. Elle était aussi plus éthique, plus durable et davantage axée sur la création de valeur pour toutes les parties prenantes, et non seulement pour les actionnaires. La Fondation Morrison avait financé l'éducation de plus de 100 000 élèves. Elle avait construit des logements abordables pour 50 000 familles, créé des programmes de formation professionnelle qui avaient employé 30 000 personnes et soutenu 5 000 petites entreprises. L'impact était tangible et significatif. Emily insistait sur une évaluation rigoureuse afin de s'assurer que leur programme aidait réellement les individus au lieu de créer une dépendance. Elle avait aussi changé personnellement. Ce changement était intérieur plutôt qu'extérieur. Elle vivait toujours modestement, dans un bel appartement à Cleveland, sans ostentation. Elle enseignait toujours à temps partiel. Ses élèves ignoraient toujours qu'elle était milliardaire. Elle trouvait toujours du plaisir dans les choses simples. Elle avait aussi appris à appréhender la complexité de son rôle de dirigeante d'entreprise. « Ton père serait si fier », dit Gerald Whitmore lors de leur réunion annuelle consacrée à l'examen de la succession. Ses yeux étaient embués. « Je crois qu'il serait surtout fier que tu sois toujours toi-même, que tu continues à enseigner, à te soucier des autres, à trouver un sens à ta vie au-delà de l'argent. »« Je l'espère, » répondit Emily. Elle pensait à son père tous les jours. « Il m'a fait un cadeau incroyable, et pas seulement la richesse. Il m'a donné la liberté de choisir qui je voulais être. Et puis, il m'a donné les moyens de réaliser pleinement ce potentiel. » La boucle fut bouclée de façon inattendue un mardi après-midi. Emily donnait alors un cours sur les systèmes économiques à ses élèves de CM2. Elle venait d'expliquer le concept de répartition des richesses lorsqu'une élève, une jeune fille brillante nommée Maya, leva la main. « Madame Morrison, pourquoi certaines personnes ont-elles tant d'argent alors que d'autres n'en ont pas ?» demanda Maya. Sa question trahissait une réelle perplexité plutôt qu'un jugement. Emily marqua une pause. Elle y vit l'occasion de partager une véritable sagesse. « C'est l'une des questions les plus importantes qu'on puisse se poser, » dit-elle en s'asseyant sur le bord de son bureau. La réponse est complexe. Elle tient en partie au fait que nos systèmes ne sont pas toujours justes. Certains héritent de la richesse, d'autres de la pauvreté. Certains ont des opportunités, d'autres se heurtent à des obstacles. La question est, que faire? Nous devrions partager, suggéra David, un autre étudiant. Plusieurs camarades acquiescèrent. Le partage en fait partie, convint Emily avant d'insister. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent. Il s'agit de créer des opportunités. Il s'agit de construire des systèmes qui profitent à tous, et pas seulement à quelques-uns. Il s'agit de reconnaître que votre valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas à votre compte en banque, mais à votre caractère et à vos contributions. Les élèves comprirent bien. Maya posa une dernière question. Si vous aviez beaucoup d'argent, mademoiselle Morrison, qu'en feriez-vous? Emily sourit. Elle choisit ses mots avec soin. Je l'utiliserais pour aider les gens à s'aider eux-mêmes, déclara-t-elle. Elle décrivait en réalité ce qu'elle faisait au quotidien. J'investirais dans l'éducation, car le savoir est un pouvoir. Je créerais des logements abordables, car chacun mérite un endroit sûr où vivre. Je soutiendrais les petites entreprises, car l'entrepreneuriat renforce les communautés. Surtout, je me souviendrai que l'argent n'est qu'un outil. C'est l'usage qu'on en fait qui compte. La cloche sonna. Les élèves rassemblèrent leurs affaires et sortirent. Maya s'attarda un instant, puis s'approcha timidement du bureau d'Emily. « Mademoiselle Morrison, je pense que tu serais vraiment douée pour gérer beaucoup d'argent, » dit Maya d'un ton sérieux. Son expression sincère fit sourire Emily. « Merci, Maya, » répondit Emily en ébouriffant doucement les cheveux de la jeune fille. « C'est l'un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. » Après le départ de Maya, Emily resta assise à son bureau un instant, songeant à son voyage. Elle ignorait qu'elle venait d'hériter de l'empire immobilier de son père, valu d'à 900 milliards de dollars, et de l'entreprise pour laquelle il travaillait, lorsque James divorça pour épouser sa maîtresse. Cette ignorance s'était révélée une bénédiction. Elle lui avait permis de traverser la dévastation et la trahison sans le filet de sécurité de la richesse.
elle avait aussi révélé le vrai visage de James et sa propre force. Ce qu'elle avait accompli en créant la Fondation Morrison, en transformant Morrison Global Holdings et en créant des opportunités pour des centaines de milliers de personnes avait choqué James, seulement parce qu'il n'avait jamais perçu son potentiel. Cela avait laissé Vanessa dévastée, seulement parce que Vanessa avait privilégié les apparences au détriment du fond. Pour Emily, en revanche, ce fut un cheminement vers une meilleure version d'elle-même, et non vers une autre personne. Elle sortit son téléphone et regarda une photo de son père qu'elle avait mise en fond d'écran. Elle souriait malgré les larmes qui coulaient encore parfois. « J'espère que je te rends fière, papa », murmura-t-elle. Au fond d'elle, elle le savait. Le vrai choc n'était pas d'avoir hérité de milliards, mais d'avoir utilisé cette fortune pour devenir exactement celle que son père avait élevée. Quelqu'un qui privilégiait les relations humaines au profit, l'intégrité au calcul, le sens à la possession. Le véritable désastre n'était pas ce qui était arrivé à James et Vanessa, mais ce qu'ils s'étaient fait à eux-mêmes en choisissant l'avidité plutôt que la grâce. Emily ferma sa salle de classe à clé et se dirigea vers sa prochaine réunion. Une séance de planification pour une nouvelle initiative visant à offrir la gratuité des études supérieures aux étudiants issus de milieux défavorisés. Elle avait du travail. Elle avait appris que le travail qui a du sens était le plus grand héritage qui soit. Alors qu'elle traversait Cleveland en voiture pour se rendre à Manhattan et à sa réunion, Emily pensait à la notion de « mémorisation », non pas celle d'un public imaginaire, mais celle de « mémorisation de la vie ». Comment conserver ce qui compte tout en se détachant du reste? Comment bâtir quelque chose qui perdure? Comment transformer la douleur en raison d'être? Les réponses qu'elle avait trouvées ne se trouvaient pas dans l'empire de 900 milliards de dollars lui-même, mais dans les choix qu'elle faisait chaque jour quant à la manière de l'utiliser. Le titre de son histoire de vie ne parlait pas de l'argent qu'elle avait amassé. L'important, c'était l'héritage, surtout ce qu'elle en avait fait. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a continué de faire, c'est bouleverser le monde par sa bonté, terrasser le cynisme par sa générosité et prouver que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais à l'impact positif qu'elle avait sur la société. Emily le savait en souriant à son reflet dans le rétroviseur. Le véritable héritage que son père lui avait laissé n'était pas l'empire qu'il avait bâti, mais la sagesse nécessaire pour bâtir quelque chose d'encore plus grand.